Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur le troisième modèle. Alors les premières étant les modèles médicaux où l'handicap est localisé sur un corps spécifique et pour cette raison il est passible d'intervention externe d'un médecin qui va les guérir, qui va les apporter à nouveau à la normalité. Il y a de deuxième modèle, c'est le modèle social, où les problèmes seraient justement dans la société. Et finalement, le troisième modèle, où les problèmes de l'handicap émergent justement de cette relation entre le corps et la société. Cet modèle est appelé aussi le modèle social, ou sinon les modèles religieux selon les modèles politiques, ou sinon même les modèles culturels. Alors, il y a trois noms. Euh, voilà. L'auteur commence à parler d'un certain Ron Amundsen, et selon lui, c'est une erreur de essayer de mettre la diversité biologique en deux catégories, le normal et l'anormal. Selon lui, c'est toujours un acte politique. C'est toujours quand on essaie de le faire, c'est encadré dans un moment historique certain et jamais seulement basé sur la logique comme ça peut paraître à certains. Alors selon lui, ouais, c'est une erreur. Il est un philosophe de la biologie. En fait, ça m'a fait penser sur un autre texte que j'ai déjà lu, ça fait très longtemps, sur le concept d'espèce, l'espèce en biologie, qui c'est un concept central. Euh, la taxonomie c'est central pour la biologie. On doit savoir sur quel individu, sur quelle espèce on travaille, hein, n'importe pour quelle branche de la biologie. Mais là, il n'y a pas un consensus dans la biologie sur quelle définition, une définition universelle, vu que pour quelqu'un qui travaille avec des champignons, pour des plantes, pour les mammifères, ce sont de définitions différentes. Euh, alors, selon ce texte, il disait que euh, peut-être c'est un utile pour la pour la pensée humaine pour travailler la biologie, mais ce ne serait pas une entité biologique en réalité. Alors ça, c'est une discussion philosophique. Peut-être, bon, je ne vais pas entrer sur ça. C'était quelque chose que j'ai vu en passant, mais finalement, ça m'a fait penser sur ça. Hein, que, ouais, c'est bon, des fois, de revisiter les concepts et les revoir sous une autre optique, sur la vue, sur l'optique de la philosophie, comme ça. Je crois que même la biologie académique, ouais, la biologie profite de ça, de mon point de vue. Mais voilà, on pourrait penser alors comment un corps avec le surpoids, selon ce que nous concevons aujourd'hui pour surpoids, est vu aujourd'hui, été vu dans le Moyen Âge. Comment un sourd, comme je disais dans Bali, est vu dans ce village de Bali où la surdité est quelque chose, où les sourds sont très bien intégrés dans la société, et à São Paulo, à Paris par exemple. Ou sinon, comment les Noirs, par exemple, le corps noir était vu dans les Amériques, euh, avec tout l'esclavage, cette dynamique, cette économie qui tournait sur l'esclavage, et comment en Afrique, par exemple. Alors évidemment, ce sont des traits qui sont toutes les mêmes, mais qu'ils ont été... la relation des sociétés avec cette caractéristique était différente, hein, dans chaque groupe, dans chaque paire. Alors, on peut penser alors comment est-ce que la parole bègue, comment est-ce que ce rythme de parole est, quelle est est réactionnée par la société. Comment est-ce que la société voit, réactionne, interprète, réagisse à cette parole. Et je crois qu'ici c'est quelque chose à penser. Pourquoi est-ce que une, une parole qui ne se déroule pas dans un temps déterminé ne peuvent pas être pris au sérieux?
c'est une demande à faire. Quel genre de valeurs circulent dans cette société? Je pense que c'est très important. C'est très important de penser comme ça parce que vous voyez la relation. Alors, l'auteur va dire alors que si historiquement dans l'Occident il a eu toujours un intérêt sur les bégaiements, ça va être un intérêt sur une sorte de curiosité. Ça va être seulement à la fin de le 19e siècle qu'il va avoir lieu une pathologisation de l'ébégaiement. Alors, une vision que c'est quelque chose à être guéri, c'est quelque chose à être corrigé. Voilà, et ça coïncide avec l'émergence de la société industrielle, où justement les temps, la relation avec le temps personnel change. Vous voyez, on attendait qu'il y avait une régence, hein, un contrôle du corps. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un est malade, la personne essaie pour prendre des médicaments, il doit revenir au travail, principalement dans ces temps où les droits des travailleurs ils n'avaient pas de droits des travailleurs. Alors, sinon, selon ce que je comprends, c'était beaucoup plus précaire qu'aujourd'hui. Mais voilà. Alors, comment est-ce que les bégaiements, le bégaiement qui, bon, les temps, hein, qui aujourd'hui les temps, c'est l'argent, comment est-ce qu'il s'insère dans cette conception du temps, dans cette conception de vitesse. Voilà. Hein. Alors, si avant, alors, il faudrait changer le corps. Après, la société, aujourd'hui, ça serait, selon ce modèle, la relation qui devrait être intervenue. Et ce modèle aussi, il va dire que c'est OK pour les gens qui veulent chercher d'aide médicale d'un orthophoniste. Ça marche. Le deuxième modèle, peut-être, c'est posé un petit peu comme avec une sorte d'animosité à propos de ça. Mais là, non, il va être compris que oui. Il y a des gens, par exemple, qui bégayent un petit peu plus, avec un petit peu plus d'intensité. Ça peut être même causé de déconfort, de malconfort, même de la douleur, quelquefois. Hein. Mais c'est pas une exclusivité de le corps qui bégaye, en fait, de la personne qui bégaye, de cet individu. En fait, tous les corps, tous les corps matériels, ils sont sujets à des maladies. C'est pas à des douleurs. C'est pas une exclusivité. Et ça va les apporter alors. Ça, c'est normal. Et la personne aurait le droit de le faire. Mais ça devrait être fait sur sur une perspective qui respecte la personne, qui prend en considération les expériences. C'est pas seulement sur des discours médicaux qui, si vous n'êtes pas, si vous ne parlez pas avec fluence, si vous ne parlez pas de cette manière, vous ne pouvez pas jouir d'une complétude, d'une vie pleine. Alors, c'est ça qu'ils disent sur les livres. L'auteur dit alors que ce modèle permet d'apprécier, d'aimer sa parole comme elle est, vu que c'est seulement une sorte de variation. Et voilà, ils disent alors qu'on pourrait aimer c'est pas prévisible, mais cette imprévisibilité de la parole. Je trouve que c'est spécialement difficile dans une société, comme je disais, où il faut parler, où il faut être prévisible, où tout doit être prévisible, où il y a cette obsession avec la prévision, le contrôle, et finalement quelque chose qui échappe au contrôle, ça dérange. Ça me souvient aussi les concepts du sujet lacaniens, hein, qui est justement ces sujets qui échappent au contrôle. Je pense que tout le monde qui a déjà eu d'expérience avec la psychanalyse, par la psychologie, mais la psychanalyse peut confirmer ça.
Mais ici, évidemment, on parle d'autre chose. Mais justement, on parle d'autre chose. Alors, je crois on peut apprendre à apprécier cette dimension de l'inconnu, cette impression de l'imprévisible sur sa propre parole. Et je trouve que l'auteur, il est très génial quand il discute ça. Euh, finalement, enfin, c'est revoir les relations humaines. Je trouve que c'est aussi important dans les moments historiques dont nous vivons, où nous commençons à repenser notre relation, pas seulement avec nous, mais avec la nature, voilà, avec l'autre. Euh, voilà, les démocraties. Hein. Je crois que c'est une manière de se porter l'un l'autre d'une manière différente. Je pense que, voilà, peut-être je vais trop loin, mais voilà, j'ai fini alors. Euh, je sais que c'est pas toujours si intuitif, si facile à comprendre dans les modèles anciens, mais dans cette nouvelle modèle, je crois que c'est tout à fait praticable. Moi-même, j'ai eu des bonnes expériences. Comme je disais, j'ai des amis sourds, des amis aveugles. Et j'apprends beaucoup avec eux de ces relations, des fois dans les sans communs, on ne pourrait pas penser ça, mais finalement qu'on a avec quelqu'un, et j'ai vu dans les pratiques, c'est vraiment un bon exemple que je crois que la communauté de Belges pourrait suivre. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Pardon si des fois, peut-être je me sens plein, je ne sonne pas assez organisé, mes idées ne sont pas assez organisées. Mais voilà, c'était ma contribution. Merci pour l'attention et jusqu'à à la prochaine vidéo où je vais parler alors sur le deuxième chapitre. Merci pour l'attention. Au revoir.